Il y en a qui répondent à l'appel, c'est bon. Ah oui, ça s'en vient tranquillement. On avait 6h30. Donc, c'est en train d'enregistrer. Donc, on va avoir le breakdown de drop-in. Yes, breakdown. C'est quelque chose que moi et Dave, on avait une idée. C'est Dave qui a eu cette idée-là, en fait, on va lui donner crédit, de prendre des épisodes avec vous autres. Puis, je pense qu'on avait parlé un peu, Dave, tu l'avais abordé, si ma mémoire est bonne. Oui. Qu'on irait sur le terrain, on essaierait peut-être de pousser ça plus loin du fait avec la COVID, on a eu de la misère un peu à se promener et à faire ce qu'on voulait. Donc, peut-être de ramener des vieux épisodes, mais avec de la nouveauté dedans, de façon à vous éclairer sur le comment du pourquoi. Oui, d'aller montrer sur place, d'aller montrer, de vraiment prendre le temps de dire, OK, l'arbre, vraiment, qu'on a pris, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça sur place. La vision, même peut-être que le Buck avait, quand tu es à terre puis que tu as un gars dans le stand en haut, la vision qu'il y avait, pourquoi qu'on a pris cet arbre-là? Parce qu'on était caché telle façon. Fait que, c'est peut-être quelque chose qu'on s'enligne pour faire. En fait, aussitôt que la neige va fondre Ouais. dans les prochains mois. Là. On n'a pas des raquettes assez grandes pour qu'on porte encore sans neige. Fait que... Ouais, non, pas tout à fait. On est tombé pas mal les derniers jours. On a quand même eu une belle hiver à date. Là. Les chevreuils ont pu prendre des forces. T'sais, la neige est arrivée tard. Fait que, les chevreuils ont pu prendre des forces pas mal, je pense, en décembre puis janvier pour les 2 derniers mois d'hiver qui restent. Là. Donc, on devrait avoir un bon taux de survie, j'espère, pour 2021. Yes. Donc, on attend encore un peu. Il n'est pas tout à fait 6h30. On va se laisser le temps à tous les gens d'arriver. Donc, oui, exact. Là, évidemment, vous nous écrivez. Là, le but, là, c'est qu'on regarde la vidéo et vous avez une question ou on a un commentaire, on va l'arrêter, mais vous avez une question, on va l'arrêter, on va poser votre question. Fait évidemment, vos questions, là, on aimerait ça que ça soit en lien avec la vidéo. Donc, on passe la vidéo, vous avez de quoi qui vous flash, vous avez une question par rapport à ça, vous nous le dites, on va l'arrêter, on va commenter, on va repartir la vidéo, ainsi de suite. Ça se peut qu'on skip une couple de minutes d'un fois, là. Surtout si là, il y avait des demandes qu'on passe partie 1, partie 2. Ouais, c'est ce qu'on voulait. On voulait regarder avec les gens, là, ceux qui sont intéressés d'aller à partie 1, partie 2 ou tout simplement la partie du kill de drop-in. Ça sera à vous de nous le dire. En fait, on vous fait la demande présentement. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on passe les 2 émissions? Parce qu'il y en a une qui a un peu plus rapport avec drop-in. Même si la première, elle met la table un peu sur la façon qu'on l'a chassé, que je l'ai chassé, puis on le voit apparaître à une période précise de l'année aussi. Donc, c'est à vous. Donc, on aimerait que vous commentiez ce que vous voulez qu'on fasse. Puis la majorité va l'emporter. Donc, on regarde les commentaires. Bon, Zachary, oui, les 2. Parfait. Mais on aimerait ça. Vous êtes 34, là. On aimerait ça avoir 34 réponses. Interagissez les gens. C'est un peu ça qu'on recherche, dans le fond, dans cet exercice-là qu'on va faire. Là. Donc, exact. Ça nous prend des commentaires plus que ça. Tous ceux qui sont là, on veut voir vos commentaires. C'est vous les boss, comme vous voulez. Non, à ce soir, c'est vous autres les boss. Ça dépend du temps que vous avez. Hey, Natacha, même si tu commandes 34 fois, ça compte pas. Donc, un petit rappel pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on demande aux gens, voulez-vous les 2 parties? Puis on répond aux 2 parties ou simplement la deuxième partie dans laquelle je tue drop-in. Donc, on laisse Mathieu Danfousse les 2, gênez-vous pas. Allez-y, commentez. Bon, regarde, la majorité de ceux qui sont là, on va y aller avec ça. Donc, les absents ont toujours tort. Exactement. Les 2, c'est samedi. Bon, parfait. On va rentrer en conflit avec le hockey, par exemple, mais ça, de toute façon... Bon, on va aller chercher de la bière. OK, on passe là. Samuel, tu veux être dans la vidéoconférence? T'es-tu habillé? On est samedi soir pareil, là. Moi, pogné un gars chaud qui me fait des niaiseries. J'ai mon père qui est là en plus. J'ai mon père qui va commenter nos... Sergio? Est-ce que tu as fait une demande à Sam ou... Non, pas encore.
Salut, Danny. 35. 35. Je suis sûr qu'on est capable d'aller à 40. Ouais, on voulait attendre un peu avant de partir, là. 37. 37. Yes. Faut que ça monte, faut que ça monte. Salut, Charles. Salut tout le monde. Donc, pour ceux qui arrivent entre-temps, là, ce qu'on demande, si vous nous suivez un peu, vous savez que Drop-In, l'épisode, on l'avait séparé en deux. Donc, il y avait une première partie qui avait beaucoup de préparation, puis il y avait la deuxième partie où il y avait la chasse. On demandait aux gens présents de nous dire si vous voulez qu'on décortique ou qu'on passe, dans le fond, les deux vidéos ou seulement la partie 2. Donc, on prend les commentaires. À date, c'est pas mal les deux vidéos. Puis, si ça ne change pas, ça va être ça. Donc, commentez si la majorité l'emporte, évidemment. Donc, à date, c'est les deux. Moi, je pense, Raph, il n'y a pas de. À date, c'est unanime. Il n'y a personne qui a dit la deuxième partie. Donc, Bon, parfait, on passe ça. Je vais répondre à Charles Doris qui a répondu à notre live. OK. On l'invite, m'a l'invité. Je vais dire, viens nous joindre, Charles. On est. De toute façon, il sait, là, il peut venir nous joindre par rapport au. OK, donc on passe ça. Yes. Faut pas que je me Pas la trompe. longueur des vidéos. La longueur des vidéos, on va le voir, je ne me souviens même pas par cœur, là. Il me semble que la deuxième partie est plus courte que la première, si ma mémoire est bonne, là, mais. Si je vais voir ici, on parle d'une vidéo de 19 minutes le premier, puis le deuxième est à 16 minutes. Fait qu'on a 35 minutes de vidéo si on présente les deux. Donc, c'est parti. Donc, comme qu'on dit, vous commentez, vous avez une question, vous la mettez, puis on va Notre aventure 2018. Pour ceux intervenir. qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes au courant que je cours après. Ouais, là, il faudra enlever nos micros. Hein. Ça fait maintenant 3 ans que je cours après. Ou bien on enlève, là. Ouais, je t'entendrai pas parler. L'année passée, ça a passé proche. J'ai laissé passer plusieurs bugs, dont un bug que j'avais surnommé Prometheus. Prometheus, cette année, va faire partie de la liste des shooters. Donc, au lieu de courir après un seul bug, je vais courir après 2. Donc, je viens d'augmenter mes chances de 50 %, ce qui est quand même bon. Donc, aujourd'hui, vous pouvez voir un peu, Hugo est en train de travailler à l'arrière de moi. Je suis en présence de Dave derrière la caméra. Ce qu'on vient faire, c'est compléter le champ, installer le stand. On veut vous présenter un peu pourquoi on a choisi ce site-là. On va vous montrer nos accès, nos sorties, qu'est-ce qu'on fait pour se cacher quand on monte et qu'on descend de l'arbre. En gros, on a quand même une bonne journée devant nous, donc on va commencer ça, sinon on va finir tard et nos femmes ne sont pas de bonne humeur, donc on se dépêche, on s'en va faire ça. On va vous présenter ça vite, vite. Donc, pourquoi j'ai choisi ce site-là? Ici, on est présentement à peut-être 400 mètres de leur source de nourriture principale. L'année passée, où est-ce que j'avais vu beaucoup de bugs puis je les avais laissés passer, ça se retrouve à être peut-être 300 mètres par là. Je savais qu'ils coupaient de billets pour s'en venir à quelque part à l'intérieur même de la terre, en plein centre. Donc, j'ai décidé de faire un champ le plus possible collé sur leur zone de repos pour avoir de l'accès probablement très tôt le soir, puis peut-être aussi un peu plus tard le matin, donc avec une bonne luminosité. Autour de moi, partout ici, vous pouvez voir, on a pris les branches, on a fait des murs. Ils ne seront pas capables de voir nos entrées et nos sorties. Il y a seulement des points stratégiques qui ont été laissés où est-ce qu'ils sont capables de passer. Donc ça va être les endroits où les chevreuils vont rentrer puis sortir. Je contrôle leur entrée et leur sortie dans le champ. Ça me permet, moi, de rentrer puis de sortir plus facilement aussi parce que je sais qu'ils ne passeront pas par où est-ce que je vais arriver. L'arbre que j'ai choisi est à l'arrière de moi, il est juste là. On peut voir, il y a une forme un peu particulière. Ça va nous permettre de bien se camoufler à l'intérieur de cet arbre-là. Puis les chevreuils, quand ils vont être dans le champ, dans le fond, ils ne me verront jamais arriver. C'est un mur de branches complet là, qui est là. Puis même plus tard, en novembre,
ils ne pourront pas nous voir. Là. Donc, c'est ça qui est tout le temps la problématique, c'est qu'en début de saison, il y a de la feuille, on est caché bien partout. Puis quand j'arrivais, mettons, dans mes autres champs par après, en novembre, bien là, les chevreuils me voyaient venir de loin. Donc ici, ça va être ça le plan. On a laissé des arbres aussi là-bas debout. C'est pas pour rien. On va faire des belles scrapes en dessous de ça, des grattés au sol. On va installer les caméras dessus. Je vais l'installer. Moi, je fais affaire avec un buck qui est particulier, drop-in. Il a peur des caméras. Chaque fois qu'il voit une caméra, il se sauve. Puis je ne le reprends plus jamais en photo au même endroit. Donc là, il faut que j'installe mes caméras en haut. J'ai mis en pause 2 petites secondes. C'était tout simplement pour vous mentionner que dans le fait de drop-in, bon, premièrement, on a fait un champ. Je veux pas que vous pensiez que c'est ça qui a fait en sorte que je l'ai tué. Bien au contraire, je l'ai jamais pris de maudite fois en photo dans ce champ-là. Jamais, jamais. Puis, drop-in, la particularité qu'il y avait, c'est que quand il voyait les caméras, jamais, au grand jamais, il ne se repointait là par la suite. Donc, il fallait trouver une manière de mettre les caméras en hauteur pour pas qu'il voie la caméra ou les reculer. Donc, tu sais, quand je le prenais en photo, il était toujours plus en plein éloigné. Il fallait pas que je mette les caméras trop proches. Puis ça, ben quand on regarde, je m'informe beaucoup au niveau des Américains. Puis il y a un gars, entre autres, Jeff Sturgis, que je suis pas mal. Je regarde ce qu'il fait. Puis lui ici, ses caméras, il les met toutes en hauteur, pointées vers le sol, de façon à ce que les chevreuils, quand ils arrivent à leur niveau, ne voient pas la caméra. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut vous donner comme truc. Il y a des bucks que ça fait rien, puis il y en a d'autres que ça dérange. Mais il y a tellement de caméras dans le bois aujourd'hui que j'ai l'impression que ça en dérange plus qu'on le pense. Moi, je veux revenir sur la stratégie pour cacher les entrées et les sorties. On sait, là, tout le monde veut faire... La même chose s'applique sur un site à part. Vous voulez faire un appât, là, mais le même principe peut s'appliquer également là, au-delà du champ, que ce soit un appât, un champ, peu importe la distance que vous voulez. Puis je sais que suite à cette expérience, entre autres de champ-là, je ne suis pas certain que tu rechasses là encore beaucoup, mais tout ça pour dire que la tactique de cacher les entrées et les sorties, c'est primordial. Si vous avez un peu de chevreuil là, qui se tient, puis vous avez des 10, 12, 15 chevreuils, peu importe, même qu'il y en ait 2 ou 3 là-dedans, on s'entend que le but, c'est d'être le moins possible détecté puis d'être le plus ninja possible. Si on dit d'être ninja, là, c'est faut pas que les chevreuils sachent qu'on les chasse, en fait. Et c'est arrivé à quelques reprises avec des accès comme ça qu'on était capable de monter dans notre stand avec un chevreuil à 30 mètres. Là. Exact. Surtout en début de saison. En octobre, tout ça, il n'y a pas de trouble. Mais rendu en novembre, même en étant blindé, on ne l'est pas tout à fait parce que, bon, les femelles qui vont principalement dans les champs, ben ça prend peut-être 2 à 3 fois puis ils se méfient légèrement. Là, on a beau faire attention, on fait un petit peu de bruit, même malgré ça, c'est pour ça que je ne chasse. Je vais aller chasser là une fois peut-être, puis après ça, les fois d'après, je n'irai plus parce que je sais que ça a un impact quand on va là. Donc, c'est bien mieux de chasser le pourtour, puis c'est ce que vous allez voir un peu plus tard aussi dans l'épisode. Donc, on repart ça. Oui. Y avait-tu des questions? J'ai pas vu. Là, il y a une question de Danny, j'essaie de voir si ça rapporte. Qu'est-ce qui est des questions qui n'ont pas rapport aux vidéos, Danny, ça ne dérange pas, on va y répondre après. Garde-la en note, là, puis on va répondre après. Donc là, il faut que j'installe mes caméras en hauteur. Puis en mettant des branches, mais là, on sait exactement où est-ce qu'il va aller s'installer pour venir sentir le gratté qu'on a fait au sol. Ça va être plus facile pour moi de le prendre en photo parce que souvent, les caméras qui sont dans les airs, pointées vers le sol, ils ont un champ d'efficacité beaucoup moins large que quand ils sont au niveau du sol. Donc, en faisant ça, bien, ça nous permet d'augmenter nos chances. On ne laissera pas Hugo travailler tout seul, on va en faire nous autres ici. On est maintenant rendu à l'arbre. Vous pouvez voir à l'arrière, c'est le champ. On a de la misère à voir au travers, c'est ça qu'il faut. Je vais être capable d'arriver, sneaker in, monter. Maintenant, ça, c'est notre arbre qui est un petit peu croche, mais c'est ce qu'on aime. On a des stands adaptés pour ça. On va être capable de bien camoufler notre silhouette. Donc, on installe les crochets, on monte le stand. On va envoyer la main à Hugo. Moi, je vais l'arrêter, la vidéo. T'sais, on dit qu'on a des stands adaptés. Avez-vous l'arbre qui est là de la façon qu'il est? C'est un arbre qui est croche. Il est pas, il y a bien de la branche.
Ça prend des stands capables. Tu sais, si on regarde, on le voit pas, là, mais le banc, il est dans le vide là, actuellement. L'arbre, il est décalé avec le banc. Ça fait en sorte là, que c'est la braquette en arrière qui a permis d'installer le stand de niveau, malgré que le tronc se sauvait à gauche. Là. C'est quand on dit qu'il n'y a pas quand on dit qu'il n'y a pas d'arbre qui ne chasse pas pratiquement avec des stands adaptés comme ça, ben ça en est un bel exemple. Donc, on avait 2 questions. Jérémy Lamarre, tu nous demandes, est-ce qu'il y a des montres? Oui, j'en ai, mais pas pour toutes mes caméras. Donc, je suis un peu... je m'organise avec ce que je trouve pour donner un angle aux caméras, tout simplement. Un bon vieux shim d'une branche, là, ça marche. Ouais. Puis, il y avait une autre question de Charles B. Aucun problème avec le mur de branche. Je te dirais que les bucks, peut-être qu'ils se sentent stressés. J'en ai jamais pris de bucks de façon vraiment constante dans ces champs-là, que des veaux, des femelles. J'ai vraiment un gros problème de densité. Mais le mur de branche ne sert plus à rien aujourd'hui. Ça leur tige au travers, puis les chevreuils passent par-dessus. Donc, quand ils montent dans le champ, ils ont comme une vision vers le bas, si vous voulez, de ce qui les attend. Donc, c'est plus rendu vraiment une barrière pour eux, là. Sauf que ça nous permet, nous, d'arriver sans qu'ils nous voient, mais c'est pas une barrière comme je l'avais espéré. Puis oui, ton idée de switchgrass est très bonne aussi, là. J'ai aucun problème avec ça. J'espère que ça répond à ta question, Charles. Je sais pas si c'est Charlie Boissonneau, là. Charles B. Peut-être lui. On repart ça? Yes. Wow, je suis agréablement surpris. Le trèfle est vraiment toute brouté. La chicorée également. Je suis venu remettre de l'azote il n'y a pas si longtemps. On dirait que ça l'a aidé. Le trèfle est vert vers... Yes, donc question. Oui. Est-ce que tu ferais un autre champ nourricier avec ce que tu sais maintenant? En fait, le champ nourricier, je trouve qu'il est super... il a fallu que j'apprenne à le chasser. Je ne le chasse plus directement. Puis, il m'est très utile pour un autre style de chasse que je vais expliquer demain, dans le fond, pour le mois de novembre. Ça reste ça fait quasiment un entonnoir d'une certaine manière, puis ça converge les chevreuils vers un endroit. Donc, puis les femelles sont très, 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 très actives là-dedans. C'est juste que j'ai de la misère à faire pousser quoi que ce soit dans ce champ-là, dû au fait qu'il y a beaucoup trop de chevreuils. Donc, j'ai un petit peu de misère à remettre encore de l'effort là-dedans. Il faudrait vraiment que j'aille mettre dans le fond du sarrasin, là, que je round up au complet, sarrasin, que je mette que de la bouffe d'automne. Puis, en faisant ça, je me croiserais les doigts que ça soit pas brouté au fur et à mesure. J'ai comme un dortoir, une pouponnière à veau puis à femelle dans ce coin-là. Là, c'est un peu... Fait que, les bucks ne sortent pas directement là-dedans. Quelquefois, j'en ai vu un cette année, faut pas que je compte de menterie. Mais en majorité, ils font plus le tour de ça. Là. On part. Il est vert, il est fourni, il est épais, il est long, brouté. On va espérer que ça soit comme ça pour
le restant de la saison. Il annonce de la pluie prochainement, donc je suis vraiment content. Ça leur a été beaucoup d'efforts, mais chose certaine, c'est que je suis récompensé aujourd'hui. J'ai installé mes caméras. Comme j'ai mentionné tantôt, moi, les caméras, ce que j'ai remarqué, c'est quand on met ça dans des endroits où est-ce qu'on chasse, on a tout le temps tendance à aller voir. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on brûle notre spot de chasse. L'idéal, quand on installe les caméras, c'est davantage les installer en pourtour de la zone d'où est-ce qu'ils mangent. Pas nécessairement ce que vous allez chasser, mais juste au moins pour savoir qu'est-ce qui se tient dans le coin, qu'est-ce que vous chassez. Après ça, faites vos stratégies en fonction de ça. Et si on passe notre temps à aller voir ça 2 semaines, au mois, rendu à le temps de la chasse, c'est comme si on avait été chassé 3, puis 4, puis 5 fois, ça dépend tout le temps. Fait que les caméras, c'est un très bon outil, il faut juste les utiliser de la bonne manière. Surtout quand on chasse des mâles matures. Moi, mon buck que je cours après, drop-in, quand il voit une caméra, il se sauve. Ça fait au moins 2-3 fois que je le prends en photo avec le même comportement. Donc, il faut que je trouve des solutions. Là, comme j'ai mentionné tantôt, je vais utiliser un nouveau setup de caméra. Je n'irai plus pantoute voir mes caméras. Je vais seulement aller voir la caméra mère qui reçoit toutes les photos. Puis c'est ça, dans le fond, pour le restant de la saison, on va attendre que la chasse rouvre, puis en fonction de ce que je verrai, j'irai là où est-ce que je vais penser que je vais avoir le plus de chance. L'année passée, mon setup que j'ai eu le plus de chance, c'est celui que j'avais pas mis de caméra. Donc, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de caméra que c'était meilleur, c'est parce que je suis pas allé. C'est pas ça, la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est ça. C'est pas tant les caméras qui sont nocives. Moi, je veux commenter ce que tu viens de dire, là, puis je pense que c'est pas pris assez au sérieux, là. On est notre pire ennemi, là. Puis quand je dis on, là, je dis tout ce qui est humain en général. Tu sais, c'est la pression de chasse, la pression humaine, c'est peu importe là, que ce soit tu sais, ils font pas de différence entre un humain qui va marcher et un humain qui va à la chasse, là, je le pense pas, du moins, là. Sauf qu'ils savent qu'il y a une intrusion. Puis c'est tellement sous-estimé, je crois, par les caméras, par l'appâtage, que je l'ai vu l'année passée. Là, j'ai checké mes caméras une fois. Là. J'ai mis mes caméras en juillet, j'ai regardé ça la veille de la chasse et je n'ai eu zéro besoin de plus d'informations que ça. Là. En gros, là, est où l'avantage, mis à part de trouver tes bucks, on s'entend, là, il faut que tu déplaces des caméras, fait que tu n'as pas le choix de le savoir. Mais un coup que tu as trouvé un peu le secteur où ils sont, là, est où l'avantage d'aller voir régulièrement quand c'est pas la chasse, là, tu sais? C'est pour satisfaire notre propre curiosité qu'on fait ça, mais en bout de ligne, ça ne nous sert pas plus que ça. Ouais, Marcus, tu vois que la façon qu'on parle, il n'y a pas grand monde qui ose nous commanditer des caméras. Mais ben, les caméras cellulaires, oui, ça écoute, comment dire, on n'est pas fermé à ça. J'ai des endroits que je chasse en Ontario puis j'aimerais ça en avoir. Mais j'aime encore garder une certaine. C'est comme déballer un cadeau pour moi à Noël. Oui, un certain contrôle. Puis la journée que tu vas me trouver une caméra cellulaire qui ne bug pas, qui m'envoie toutes mes photos, qui ne brûle pas des batteries. Ouais, une caméra cellulaire que je n'ai pas besoin d'y aller, là, ben, OK, peut-être ça peut être utile, mais dans Jay, c'est pas mal toi que je vise quand je parle de ça. T'as pas besoin de m'emprêter. Quand on est tout le temps rendu là, pareil, quand on a des caméras cellulaires, les caméras cellulaires ne perdent tous leurs avantages au complet. Puis je vais être honnête, je trouve ça fatigant, moi, tout. Tu sais, veux pas, là, ça crée une habitude, là. Tu sais, déjà qu'on est déjà beaucoup sur nos cellulaires, puis ma femme va m'entendre, puis elle va dire que je suis tout le temps sur mon cellulaire, là. Mais veux pas, là, t'as un maudit pop-up, tu sais qu'il y a une photo. Je mets au défi n'importe qui de savoir qu'il y a une photo qui est rentrée, puis de pas la voir. Ça devient plus fort que nous autres, on va checker, puis je trouve que ça en vient malsain. J'aime mieux, tu sais, j'ai pas besoin de plus. J'ai une caméra qui prend des photos, elle est dans le bois, elle prend une photo pour moi. Ben, dans 2 mois, mais que j'aille la voir, je vais ramasser la même information que j'avais besoin de ramasser. Yes. On repart le bal? Ouais. Qui sont nocives, c'est bien plus nous autres, le fait d'y aller, on laisse des odeurs et tout. Donc.
Bonjour tout le monde, on est présentement le 30 septembre. Hier, moi et Hugo, on a fait une super belle chasse. Il a tué son buck, on l'avait surnommé le Big 8. C'est un buck qui court après depuis maintenant 4 ans. Maintenant, c'est à mon tour ce soir de chasser. Je suis tout seul, je fais ça en solo hunter. Je m'en viens essayer un pommier sauvage que j'avais taillé, qui se retrouve à être peut-être à 300 mètres en dedans du bois, vers le blé d'Inde. Donc j'essaie de couper en fait leur mouvement qui se retrouve à aller la couchette vers la bouffe. Je me promène, peut-être que je vais arrêter avant aussi. Si je vois qu'il y a une belle trail avec des beaux frottages sur les arbres, je vais probablement arrêter ça là. Le vent est sud-ouest, donc pousse par là. Moi, je descends comme ça tranquillement jusqu'à ce que je trouve des signes intéressants. Quand je vais trouver des signes intéressants, j'arrête ça là puis je chasse. Peut-être que ça va être rendu juste au pommier, peut-être que ça va être avant aussi. Puis je vais m'en aller comme ça, toujours de plus en plus creux, au fur et à mesure que la saison va aller. Fait qu'on commence le plus près possible. On trouve les signes, parce que ce temps-ci, leur cercle d'air vital, il est ça de gros. Vous pouvez le prendre en photo, 300 pieds à un endroit, puis 300 pieds plus loin, vous ne le pognez pas en photo. Donc, ils sont vraiment restreints. On parle du October Lull, c'est-à-dire que tout ce qu'ils pensent à faire actuellement, c'est manger, prendre des réserves de graisse pour le rut. Ils marquent leur territoire entre leur transition de la bouffe vers le bedding. Donc, c'est ce couloir-là qu'il faut chasser. Là, pour moi, j'ai à peu près une marche d'1 kilomètre de long avec du stock sur les épaules comme jamais. Ça fait 3 pauses que je prends pour me reposer puis me refroidir un peu parce que je ne veux pas arriver à l'arbre tout trempe non plus. Donc, on se croise les doigts que ce soir, peut-être que je vais pouvoir voir drop-in. Dans les années précédentes, je l'ai déjà vu se tenir au bout de la terre. Ce buck-là, il est très dur à essayer d'élucider. On dirait qu'il y a eu plusieurs core areas, on peut se permettre, l'endroit vital où est-ce qu'il a tendance à se tenir plus. Il s'est tenu il y a 2 ans, un peu plus en haut de la terre. L'année passée, il avait l'air de se tenir un peu plus bas. Fait que bref. Il n'y a pas de, il y a pas de commentaire. Il n'y a pas de question, mais je voulais rien qu'apporter un commentaire par rapport à ça. C'est que je sais pas, je l'ai pas montré la photo. Je vais peut-être la montrer plus tard dans l'épisode, je me souviens plus. Mais il y a un moment dans l'année où est-ce que je l'ai pris en photo puis que ça m'a comme, je l'avais pas pris zéro de l'été. Là. Je savais pas du tout s'il était encore en vie. Puis là, j'y vais apparaître puis il s'en allait dans une direction. Fait que moi, par la suite, j'ai comme mis mes efforts dans la direction qui est partie parce que je l'ai pas repris par la suite. Mais Dave, ça coïncide avec quoi? Tu sais, on a trouvé son set de cornes ensemble. Là. Exact. Puis là, ça coïncidait avec le fait qu'on avait commencé à chasser, mettre de la pression. Puis j'ai l'impression qu'on le poussait en chassant. Ouais, c'est comme si, parce que tu l'as pogné tard, là, de mémoire, tu l'as pogné. En octobre, là. C'est mi-octobre. J'allais dire fin septembre. Là. Ah non, c'est même, je pense. Ouais. Fait que, la chasse venait de commencer, puis effectivement, ceux qui nous suivent pas mal savent qu'on avait trouvé un set de cornes de drop-in. On ne savait pas à ce moment-là parce qu'on l'a trouvé. Après l'avoir tué. C'est ça. On a trouvé les shells d'1 an avant, après que tu l'aies tiré. Mais si effectivement il se tenait, comme qu'on pense, en bas, proche de où est-ce qu'il y a le plus de va-et-vient, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme s'il migrait. Il migrait, il s'en allait en haut, puis il s'éloignait. Puis je sais, là, dans le coin où il est parti, il n'y a personne. Là. C'est inatteignable là-bas. Là. Il y avait moi. Ben, c'est ça. Fait que, c'est inatteignable. Fait que, oui, effectivement. Puis, tu sais, quand on disait tantôt ceux qui étaient là à la conférence, on se pose des questions, on regarde les détails, ben c'est ça. À partir d'une photo, je me souviens à ce moment-là, là, ça t'a rallumé comme tu savais pas trop après quel bug tu courais. À un moment donné, paf, la photo est rentrée. Dave, je viens de poser drop-in, il est vivant. Ça t'a pris une photo, là. T'as pas eu rien besoin d'autre après pour. Je savais qu'il était là. C'était juste ça que je voulais savoir s'il était encore en vie. Puis, mais par la suite, par exemple, en novembre, là, il m'a donné beaucoup d'infos. C'est ça qui l'a fait tuer, dans le fond. Là, mais... Exact. Mais ça pour dire qu'à partir de la photo, ben là, on fait des suppositions. Il était probablement en avant, migré vers le fond de la Terre, vers le fond de la Terre pour finalement le tirer dans le fond de la Terre. Il est jamais revenu. Donc, tu sais, ils se promènent. Ils ont leur secteur, puis dans le route, là, même Dave à la Terre Hugo, c'est pareil. On les prend dans un secteur particulier, puis il tarde avant de se promener, avant de vraiment couvrir l'ensemble. Tu sais, ça va aller vers la fin, là, vers le 16-17 novembre, dans ce coin-là, qu'on va voir vraiment que, là, ils rouvrent la valve. Mais sinon, avant ça, là, ils ont vraiment leur secteur de prédilection là, pour le route. Là. Ouais. Donc,
s'est tenu il y a 2 ans, un peu plus en haut de la terre. L'année passée, il avait l'air de se tenir un peu plus bas. Fait que bref, c'est en essayant qu'on va le savoir, parce que je l'ai juste pris en photo une fois cette année. Ce qui est bon, c'est le 24 septembre de cette année. Je sais qu'il est encore en vie, mais je sais qu'il ne se tient pas forcément parce qu'il y a mes caméras, parce que je ne l'ai pas pris en photo souvent. Peut-être qu'il a tout simplement passé 300 pieds avant, 300 pieds plus loin, mais bref, dans le secteur que je suis en train de regarder avec mes caméras, il n'est pas là. Fait qu'on va se promener un peu partout pour essayer de le trouver. On me souhaite bonne chance. Je rembarque tout mon bazar sur mes épaules, puis après ça, je décolle. En marchant tranquillement, je viens de tomber sur mes premiers signes. Un frottage. Donc, j'irai pas vraiment plus loin parce que de ce que je peux voir, je suis près de la bouffe, en plein milieu de ma terre. Il y a un frottage. Donc, je m'installe là, tranquillement. J'ai 2 prospects, soit drop-in, ou bien qui aurait bien eu cette semaine, ou bien un beau petit point. D'après moi, c'est le petit point que j'ai laissé passer l'année passée. Puis ça va payer parce que cette année, il est vraiment plus gros. Donc, c'est mes 2 prospects. Davantage à la vue parce que depuis tantôt, je regarde de ce côté-là. En pensant que ça arriverait de là, puis finalement, ça arrivait de l'autre côté. Bonjour tout le monde, nous voici dans un nouveau setup. J'ai décidé, étant donné que les vents sont pas bons pour chasser mon entonnoir en avant, l'entonnoir que je veux chasser seulement que les soirs. Les matins, on a constaté qu'on était vraiment trop proche. Le vin n'est pas bon. Mon champ, hier, je l'ai chassé, j'ai vu 25 femelles et veaux. Donc, on ne retourne pas là tant aussi longtemps que les bocs seront propres à les femelles. Je prends des bocs en photo dans mes champs, mais ils ne sont pas constants. Donc, je ne veux pas aller là, fois après fois, dans le but d'avoir peut-être un boc qui vienne au champ, mais qu'à chaque fois, je risque de me faire prendre par une femelle. Ou bien, mes entrées et mes sorties sont blindées, là. Mais jusqu'à un certain point, donc on ne veut pas brûler le trou avant que ce soit le temps. Mon entonnoir, je sais qu'il y a des bocs qui passent là le soir. Avec Hugo, j'en ai vu un la dernière fois que j'ai chassé. Il a passé un peu loin, on n'a pas pu vous le montrer. Ça va avoir un beau 8 pointes, un beau body. Fait que j'ai décidé que quand c'était pas... quand il n'y avait rien de bon pour chasser mes spots déjà faits, j'allais chasser de façon aléatoire dans des endroits que je juge clés. Ici, il y a des pommiers que j'ai élagués avec Hugo ce printemps. Normalement, les bocs qui se grimpent en dessous de ça. Puis ce matin, J'ai eu le même réflexe. On n'a pas le choix de commenter ça. Pour venir à la caméra. On n'a pas le choix de commenter ça. Ça a fait le tour de Facebook, cette passe-là. Ça a pogné 100 000 vues, cette vidéo-là, là, que j'ai mis sur Facebook. C'était juste n'importe quoi. Là. Le monde, il l'attendait déjà pas mal. Là. Il savait. Je me suis fait niaiser aussi solide à cet effet-là. Je l'avais vraiment pas vu. J'étais en train de parler, j'étais concentré, j'avais entendu marcher, je me retourne une première fois, j'étais sûr que ça venait de plus loin. Finalement, elle était juste en bas de moi, puis la femelle, elle me regardait parler. Ouais, effectivement, pas grave. On parle d'anecdotes drôles, là, hier, ben ça, c'en était. Ouais, j'aurais dû en parler, là, mais on repart.
je veux l'arrêter là. Que les gens. Raph, ça pourrait tous à 2 ans et demi ou 3 ans et demi, ce buck-là? Ben, j'hésite entre les deux. Là. J'ai jamais été capable de vraiment. C'est un tank. Moi, je soupçonne que c'est peut-être un 2 ans et demi à ce moment-là, parce que je l'ai repris en photo. C'est mon survivant, lui, là. C'est un buck qui est encore en vie aujourd'hui, que c'était un 9 points, mais qui est rendu énorme. C'est une vache, mais pas de panache plus que ça, vraiment, sur la tête. Mais c'est rendu un 10 pins, par contre. Mais tout ça pour dire que c'est crucial de laisser passer ces bucks-là. C'est des super beaux chevreuils à regarder. À toutes les fois, on se dit crime, un super beau buck à voir. On aime ça filmer ces bucks-là parce que, ça fait des belles images, ça fait. Mais si vous voulez espérer avoir du 4 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans et demi, ces bucks-là, il faut les laisser passer. Puis, regardez l'heure qui est, mais là, on voit pas l'heure, mais on voit par la luminosité qu'il était tôt, là, quand même, là, c'était dans les premiers chevreuils qu'on a vus arriver, là, parce qu'on est quand même 2000 pieds de la source de nourriture, là, où est-ce qu'on est, puis si c'est pas 3000, là. Mais les gros étaient déjà passés à ce moment-là. Il était déjà rentré. Oui, exact. Fait que, tu sais, c'est pas évident le matin en début de saison, mais regardez un front froid. Moi, je me souviens que c'est un front froid parce que j'ai failli sacrer le camp sacrer le camp du stand avec des autres sticks qui étaient accrochés là, ils étaient glissants. Des sticks de marde, il faut le préciser, là, c'est des sticks cheap de marde. Là. Exact. Sauf que, tu sais, tranquillement, ça cherche, ça le nez à terre, ça commence à regarder un front froid mi-octobre. C'était juste avant qu'on... On était c'était-tu le 20? C'était la dernière fin de semaine, il me semble que c'était ça, là. Ouais, c'était la dernière qu'on s'en allait en Illinois par après. Vous allez voir ceux qui vont être là demain, là, ça coïncide avec le premier cycle du rut, on appelle ça le seeking phase. Là. Les bucks commencent à avoir un intérêt vers les femelles, se promènent le nez à terre, cherchent les beddings de femelles, donc les spots, savent où ce que c'est, donc ils commencent à comme prendre conscience de leur environnement autour d'eux. Là. Et souvent, ces petits bucks-là qui vont commencer. Tu sais, les plus petits, là, on a toujours dit, sont plus niaiseux. Tu sais, c'est eux autres, à un moment donné, tu les vois commencer à virer puis à chercher. Oh, tu sais, ça se place, là. Tu sais, tranquillement, ça se prépare, mais les gros ils sont pas rendus là encore. Bon, ben, nous voici rendus le 21 octobre. C'est la dernière fin de semaine de la chasse dans la zone où on est. Ce matin, je pensais bien que ça y était. J'ai 2 bucks cette année après lesquels je cours. J'ai drop pin, puis j'ai un 10 point qui a un assez long beam. Puis présentement, celui que je vois le plus sur mes caméras, c'est ce 10 point-là. Je l'ai pris à plusieurs reprises la semaine passée sur une des caméras ici. Je le prends le matin qui rentre, puis le soir qui ressort. Hier soir, je suis allé m'installer à l'endroit où est-ce que je pense qu'il se couche en temps normal. Puis comme de fait, je l'ai vu sortir. Ça, j'arrête ça là. Je ne sais pas si vous voyez la grosseur de l'arbre que Raph a choisi, là. Mais ça, c'est savoir s'adapter avec ce qu'on a sous la main. Oui. Je dis, tu t'es mis un stick. Raph a mis un stick juste pour dire qu'il embarquait sur son stand. Puis vous allez voir, il y a quand même eu ce 10 points-là à portée d'arc. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'arbre que ça ne chasse pas. Si vous trouvez qu'il y a une place. Comment? Il faut trouver la manière de le chasser. Ouais, exactement. C'est saisir notre opportunité.
petit peu pénible. J'ai un petit peu paniqué. Je savais pas quoi faire. Filmer, le tirer. J'ai fait les deux. J'ai essayé de faire les deux, mais mal, finalement. Yes, donc on a une question de Richard Lepage, Instant, c'est-tu juste pour la hauteur? C'était, je voulais éclairer dans le fond, être à terre au sol, j'aurais pas été capable de voir comme il faut, donc je voulais me donner un certain avantage. Donc juste de se lever de 3-4 pieds, puis c'est quelque chose à laquelle que je travaille encore comme idée, de faire des genres de plateformes portatives de 4 pieds de haut, là. Pas plus. Des fois, ça nous prend juste ça pour être bien caché, pour chasser dans ce type d'environnement-là. Oui, Guillaume, quand on coupe les branches en arrivant, habituellement, on n'est pas trop loin d'où est-ce qu'ils sont couchés. Donc, oui, on fait attention. Habituellement, là, la vidéo est en accéléré, là, mais connaissant Raph, là, c'est très tranquillement. C'est un coup de scie à la fois. Puis quand la branche commence à casser, ben, on la tient pour pas qu'elle casse vraiment. On fait juste la descendre tranquillement. Après ça, s'il faut l'enlever, ben là, on la finit par la suite. Mais oui, on prend notre temps pour faire ça. C'est important de prendre notre temps. C'est ça, cette journée-là, il ventait énormément. Fait que, on sert du bruit. Hein. On sert surtout du bruit. On sert du bruit du vent pour couvrir notre son. Fait que, s'il ne fait pas un son, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vent, il faut faire extrêmement attention. Mais quand il y a beaucoup de vent, on peut se permettre d'être un peu plus botcheux, si on veut. Exact. Fait que, je ne sais pas ce que tu en penses. Cette vidéo-là, je sais qu'elle est pas mal terminée. Oui, pas mal fini. On pourrait passer directement à la partie 2. S'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la partie 1, là, on va passer vraiment au crunchy à la partie 2 de drop-in. Parfait. On va skipper l'intro aussi quand ça va partir. L'Illinois, tout aussi bien. Chez Campbell, l'Illinois Whitetail qui a été fructueux. Je suis super content, je suis sur une bonne lancée. Ce qui me rend encore plus content, c'est de récolter ici au Québec. C'est ici que je mets mes efforts. C'est aussi ici que la plupart d'entre vous chassez. Et du maïs, à raison de 5 poches à peu près dans le champ. Étant donné que le trèfle rentre à ce temps-ci, il est plus très attrayant, il est comme en dormance, donc on vient suralimenter. Comme ça, les chevreuils continuent de venir, puis se mangent à l'intérieur de tout ça, pareil comme s'il y avait du trèfle. C'est pas des tas, c'est spreadé. Donc, il peut y avoir 20 chevreuils là-dedans sans qu'il y ait de problème, bref. Donc, je suis ici depuis 10 heures ce matin. Je reste là jusqu'à ce soir. D'après moi, je risque d'avoir une belle surprise ici. Je cours après mon buck, Drop-In et Prometheus. Mon frère a manqué Prometheus un matin. On lui a mis ça sur un plateau d'argent à la peau de noir, puis il l'a manqué. Donc, on va lui montrer comment que les gars à l'arc sont capables de se débrouiller. C'était une journée venteuse, mais froide. Je me croise les doigts pour que ça sorte pareil dans le champ, donc il restait des nôtres, ça promet. C'est longtemps que j'avais pas chassé dans la neige. Moi, je veux l'arrêter. Vous vous souvenez, ça, c'est le stand qu'on a montré au début, là, sur le bord du champ. Vous vous souvenez, il était bien caché, puis tout était beau. Regardez à quoi ça ressemble au mois de novembre. En plus, avec un dossard sur le dos. Non, j'avais l'air d'une citrouille dans l'arbre. Rajouter 10, 12 femelles des veaux dans le champ, un moment donné, tu ne peux plus bouger. Là. Tu sais, ça reste que c'est à portée. Le chevreuil, il a l'air loin, mais il est peut-être à 20 mètres, là, celui qu'on voit en avant. Fait que, tu sais, un moment donné, tu ne peux plus bouger. Là. Tu sais, trop, c'est comme pas assez. Puis quand tu n'es pas bien. En fait, c'est pas il était bien caché au début, mais plus que l'année va,
moins que tu es bien caché, puis je le sais pour y avoir été, les femelles rentrent, ils lèvent la tête direct, même si les précautions y ont été faites. Donc, portez attention à ça. Le décor ne sera pas le même en novembre. Tout le monde prépare leur stand au mois de mai, au mois de juin, mais ça ne sera pas la même chose. À la limite, faites-les avant que les feuilles poussent pour avoir vraiment à quoi ça va ressembler, puis prendre ça en considération. Mais un stand sur le bord d'un champ, tu as beau prendre toutes les précautions que tu quand tu es sur le bord, c'est vraiment difficile à chasser. Ah non, c'est pas... moi, je me permets une pause par année ou 2 max, là, mais jamais plus. C'est ça. Ce matin, j'ai vu un beau petit 3 ans et demi. Il semblait être sur la trace de quelque chose. Sur le coup, j'ai essayé de le filmer. Là. Je voulais aussi l'évaluer, mais je savais que si c'était un shooter, il fallait que je prenne mon arc. Fait que j'ai été comme pris encore entre le chasseur et le caméraman, si vous voulez. C'est pas évident, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir, pour décider si c'est un shooter ou non. Finalement, celui-là, ça n'était pas un. Mais chose certaine, c'est quand même la fun à regarder. Sauf que c'est dur de bien filmer et de bien chasser. Souvent, on fait les deux un peu tout croche, comme j'avais fait pour le 10 points là-bas. Nos 2 cibles sont toujours Drop-In puis Prometheus. Depuis que je suis revenu de l'Illinois, j'ai pas eu la chance de faire un relevé de caméra. C'est ce que je vais faire après la pause ce matin. On va chasser au moins jusqu'à 10h, 10h30. Ça semble grouiller, donc on reste assis pour on attend un super de beau matin gelé comme on les aime. Un beau matin du mois de novembre, yes. Game on. Nouveau setup. J'ai pris mon bug Drop-In à plusieurs fois dans le haut de la terre. Donc là, je m'organise pour passer du temps ici un peu. On va chasser à soir et demain matin sûrement. J'ai fait la tournée de mes caméras. Puis c'est ce que ça disait. Je l'ai pris à 2-3 reprises en plein jour. Dans mon champ là-bas, dans mes 2 champs, mon champ d'avoine, puis un autre setup que j'ai. Le vent tourbillonne, ça n'a pas de bon sens. Quand le soleil est là, le vent va par là, puis quand il y a un nuage, le vent va par là. Mais bon, on s'assit et on chasse.
On a une couple de questions. Il y avait Sabrina Barnes, une conférencière, qui nous demande, est-ce que vous croyez que ça dérange les chevreuils d'autogrimpant le matin? Ben, tu sais, Sabrina, on a un petit peu parlé ce matin, là, le gros du problème des autogrimpants, c'est que ça prend des arbres parfaits. Donc, quand tu arrives le matin, il fait noir, tu vois pas nécessairement ce qui a coupé. Ça peut être un projet, là, tandis que les climb big stick, on est capable de se faufiler au travers de tout ça. Puis, tu sais, les climb big, les autogrimpants, quand vous avez une écorce qui s'effrite, quand on monte le long de l'arbre, ben, oui, ça fait du bruit. Donc, si on vise vraiment d'être comme chassé comme des loups, moi, je vous conseillerais d'avoir un setup un peu plus comme qu'on a ici, là, les sticks avec les hang-on, qu'on est capable de vraiment bien enlever, faire en sorte que ça fasse pas de bruit quand ils sont un contre l'autre, puis on prend notre temps pour l'installer. L'autogrimpant, prendre son temps, c'est raide pour les bras, là, de monter tranquillement. Donc, c'est libre à chacun, mais notre préférence n'est pas vers ça. Là. Effectivement. Pour ceux qui ont regardé un peu l'image, là, ce que tu avais mis, on disait de faire des liens. On disait de faire des liens. Là. Raph le prenait une photo à une place. Il savait les aménagements qu'il avait faits, qu'il y avait certaines ouvertures, certains blocages qui avaient été faits pour s'aider, pour concentrer un peu au mouvement. Après ça, il a été au-delà de ça. Fait que, il a été capable de dire, OK, je le pose ici. Il arrive de quelque part là-bas, il ne peut pas passer autrement que à quelque part entre ces deux endroits-là. Fait que je vais aller chercher plus loin encore pour être sûr de l'avoir de jour. Je ne vous cacherai pas que quand dans le fond, le matin, j'ai vu ce petit boc-là. Après ça, j'ai pris mon 4 roues, puis je suis allé relever, dans le fond, les caméras. Il y avait les caméras que vous voyez là en mode vidéo dans un champ nourricier, qui étaient là le matin et le soir. Je suis arrivé après ça, j'ai une autre caméra plus loin, je l'ai repris le matin et le soir, mais c'était une caméra qui était comme avant celle-là, donc j'avais l'idée je savais d'où est-ce qu'il arrivait. J'ai failli aller m'installer dans le champ nourricier ce soir-là. Là. Je suis rentré, j'ai fait 4 pas pour aller m'installer mon stand de façon à le chasser avec un vent. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? L'année d'avant, je l'avais chassé dans le champ, puis je m'étais planté avec ça. Fait que je me suis dit, non, faut pas que je fasse la même erreur. Puis là, j'ai repris mon 4 roues. Puis je me suis dit, il faut que j'aille voir s'il n'y a pas des signes de sa présence ou est-ce que je le soupçonnais, dans le fond, qu'il pouvait arriver. Puis la seule chose, dans le fond, qui m'a donné un indice, c'est que je suis arrivé, je pense que je vais peut-être le montrer, on va laisser peut-être rouler la vidéo, mais vous allez le voir plus loin. J'ai vu des gros frottages, j'ai vu des scrapes au sol dans un corridor de 50 mètres de long. C'est tout ce que ça m'a... J'ai vu ça, j'ai dit parfait, c'est forcément d'ici qui arrive. J'ai continué avec le 4 roues, je suis revenu. Puis ensuite, j'ai rentré. Et je voyais au sol qu'il y avait forcément là, des femelles qui allaient dans mes champs. Je passais par là, tout était brouté. Il y avait de la petite marde, de la grosse marde. Il y avait toutes les sortes de marde. Il y en a ceux qui se fient là-dessus, là, la grosseur des pellettes, puis tout, ça change rien. Mais il y avait une présence de chevreuil. C'était clippé. Tous les signes étaient là. Quand on parle d'être à l'affût des signes, c'est ça. C'est tout des signes frais, là, ça ne ment pas. C'était des scrapes au sol, les arbres fraîchement, tout était clippé, comme je me répète, là, mais j'ai rentré là, j'ai pas fait loin, là, j'ai fait 80 mètres par rapport au chemin, puis j'ai breaké ça là. Ouais. Question de Richard, faire des faux scrapes l'été, des faux grattés, serais-tu bien pour les garder les bugs dans le secteur jusqu'en octobre? Même sans mettre de produits, je veux dire, les grattages ne serviront, tu sais, sont zéro en mode territoriaux, là. Fait que je pense pas que ça va. Les grattages durant l'été, là, on s'entend, là, c'est comme une bonne fontaine pour un chien. Si un chevreuil passe là, va voir vraiment une branche évidente, un grattage, par expérience, ils vont y aller dedans. Vous avez une caméra, vous allez tous prendre les chevreuils du coin, là. S'ils passent par là, ils vont tous finir par y aller. Par exemple, je pense pas que c'est ça qui va faire en sorte que les bugs vont revenir pour rafraîchir des grattés. Ouais. Pas dans ce temps-là de l'année. Tu sais, rendu en novembre, ils s'en sacent là, des grattés. Ils vont peut-être venir voir si ça la donne sur leur passage, mais ils en font de frustration. Ils vont se promener. Il y a une femelle qui est en chaleur accompagnée d'un autre buck. Ils peuvent faire un gratté au sol, mais qui ne retourneront jamais là par la suite. Mais c'est des signes qui ne demandent pas qu'il y ait quelque chose qui passait là. Il y avait forcément c'est un corridor par la suite. Je l'ai découvert, là, les femelles. Il y avait un bedding de femelles plus loin, puis les bucks, ils passent dans ce corridor-là pour venir sentir, dans le fond, le bedding de femelles. Donc,
Dave, je fais rien qu'un petit, j'ai arrêté ça là. Pourquoi? On voit ici les signes. J'ai vu les grattés, sont encerclés dans le fond. Je peux peut-être faire le whiteboard, peut-être. Ouais. Le crayon est là. Donc, les signes étaient ici. On le voit comme ça. Le vent, quand on regarde ça, est-ce que le vent est bon pour moi? Le vent pousse par là. Logiquement, non. Mais pour un buck qui arrive, disons, d'en haut, d'un bedded de femelle qui est dans ce coin-là, le vent est parfait pour lui, là. Puis en même temps, le vent en étant par là, s'il voulait s'en venir pour sentir les éventuels dangers ou les femelles, tout était pour lui, là. J'ai juste été légèrement off de lui pour pas qu'il me sente. Il y en a un qui m'a senti, là. On va le voir dans la vidéo, là. Il arrivait, disons, d'ici, là. Lui, il m'a senti. Mais tu sais, on s'entend, Raph, que si ton stand est là, ton vent à toi, là, dans la même angle, il s'en va ici, là. Fait que, tu sais, mettons, là, techniquement, ton vent, là, c'est quoi? C'est ces 3 flèches-là, mettons, là, que tu vas brûler, là. Tu sais, c'est quelque chose qui est là-dedans, là. C'est les 3 flèches, mais tout ce qui est en dehors de ça, on s'entend, c'est ça qu'on appelle tricher le vent, là. Quand on nous entendait dire, là, on triche le vent, là, ben, c'est ça. C'est pour le box, c'est parfait. Faut le chasser quand le vent est parfait pour lui. Fait que d'arriver comme perpendiculaire à qu'est-ce que le buck va faire, selon nous, c'est possiblement la meilleure façon pour que le buck se sente assez safe pour continuer, pour passer dans son corridor qu'il fait habituellement, puis sans savoir non plus que vous autres, vous êtes là. Donc, on a une question. Est-ce que ça marchait les blocages? Oui, ça marche. Tous les blocages qu'on a faits, je vous dirais que ça prenait, par contre, plus qu'un, tu sais, c'est pas la première année. Moi, c'était la 2e année, dans le fond, de ces blocages-là, là. Puis la première année, quand on fait des blocages, les chevreuils ont encore la même habitude de repasser aux mêmes endroits, puis ils forcent la note. Même année, c'est cœur, puis c'est dans la 2e année que ça devient meilleur. Donc, tous les blocages que j'ai tenté de faire, ça a toujours été meilleur la 2e année. J'espère que ça répond à ta question, Mathieu. Moi, je veux juste que le monde prenne le temps de regarder le bug, qui est possiblement un bug de 2 ans et demi, selon moi, vite de même. Ça ressemble à un bug de 2 ans et demi. Regardez le profil, pour faire la différence. Regardez le profil d'un bug de 2 ans et demi, puis regardez ce qui va s'en venir, le train qui va arriver en arrière. Vous allez pouvoir faire... Comment? Il y avait quelqu'un qui voulait que j'avais dit que j'allais répondre. Là. Il me demandait les blocages, comment on les faisait. Les blocages, dans le fond, c'est un blocage, un mix. J'avais couché des vieux mélèzes morts, mais vraiment morts, puis bien branchus. Ça a créé comme une zone qui est fatigante pour eux autres à traverser. Puis après ça, ben, j'ai mixé ça avec la clôture en neige au travers de ça. On fait du demi-abattage, assez bas pour pas qu'ils soient capables de passer dans le fond, puis ça leur donne de la misère. Fait que c'est un peu ça qu'on fait quand on veut faire des blocages, là. C'est sûr que ça coûte cher d'arbres quand on le fait, mais en même temps, ça ramène un peu de végétation au sol aussi, donc une possibilité de faire de la nourriture, mais c'est un mix de tout ça qui fait qu'on fait des blocages, là. Donc, regardez le bug de 2 ans et demi, regardez le train qui s'en vient en arrière, vous allez voir, c'est flagrant la différence entre un bug mature puis un jeune bug. Non, OK. Excuse Dave, je vais te remettre là. OK, parfait. Ouais.
Yes. Dans le fond, qu'est-ce qui a attiré le drop-in là? Quand on se le demande, là, c'est ce buck-là, il était soit légèrement en retrait, puis l'autre, dans le fond, il a tapé du pied, pas qu'il a tapé du pied, mais il a sifflé. Est-ce qu'un sifflage fait nécessairement peur aux bucks matures? Probablement qu'ils sont intrigués, mais ce chevreuil-là, au lieu de sacrer son camp, il a essayé de me contourner. C'est ça l'effet de surprise. Si c'est un endroit ce que vous chassez depuis tellement de temps, à la minute qu'ils vous sentent, ils savent, vous êtes là, ils s'en vont. Moi, il y a eu une draft, le vent tourbillonnait. Au lieu de sacrer son camp, il a essayé de me contourner pour essayer de voir c'était quoi, de regarder. Le vent, il fallait qu'il se déplace pour pogner le vent. Je l'avais mentionné au début, le vent tourbillonnait. Donc, lui, il a essayé de se déplacer, puis en faisant ça, Drop-In l'a vu. Fait que forcément, il a comme fait wow, fuck, y a-tu quelque chose qui se passe ici? C'est moi le boss du coin, là. Fait qu'il est venu. Fait que, tu sais, le sifflage, bon, venant d'un buck, peut-être qu'ils sont capables de percevoir la différence entre un siffle de buck et un siffle de femelle, je peux pas le dire, mais forcément, c'est ces 2 ans et demi-là qui l'a comme convaincu de se pointer. Ils étaient probablement ensemble, soit plus loin, où lui faisait sa petite routine habituelle. Il renait sa trail qui fait le long en large de la terre pour essayer de pogner des femelles, puis ça l'a attiré à moi, là. Mais il passait par là. Une fois de temps en temps, il pouvait passer. Des fois, il pouvait sortir plus bas, plus haut, mais c'était clairement par là qu'il passait. T'as eu le meilleur decoy. Ouais, c'est un peu ça, les histoires de chasse. Hein, faut pas se donner 100% du crédit. Si c'était pas de ce buck-là, peut-être que je l'aurais vu passer au loin, je l'aurais pas vu pantoute, mais c'est une belle histoire. C'est un paquet de facteurs mis ensemble qui donnent le résultat qu'on a là. Vous pouvez même pas vous imaginer comment je suis content. J'ai pas pu filmer la shot parce que le buck ici, il y a un drop-in, le buck après lequel je cours depuis, je sais pas. On parle, Rav, de tricher le vent. On s'entend que où est-ce que lui s'en allait? Il allait essayer de me pogner. Tu le tires là ou tu le perds là? Ah oui, clairement. C'était maintenant ou jamais. Fait que, il y en a qui m'ont dit pourquoi t'as tiré, j'ai eu plein de commentaires, mais c'est facile de juger après que c'était pas la shot parfaite, mais est-ce qu'il est mort ou il est pas mort? Je le vois tomber. Là. Fallait que je saisisse l'occasion parce que sinon, il me sentait. Donc, l'expérience qu'on a acquis de ça, c'est que les chevreuils, ça se tire quand c'est de face, mais il faut être confiant dans son tir en maudit. Puis il y a un spot peut-être ça de gros dans lequel la flèche peut passer. Là. Ouais, puis c'était pas une longue shot, là. Non, c'était proche. C'était proche, là. Mais tout ça pour dire que, qu'on parlait de tricher le vent. Habituellement, on s'arrange que s'ils se rendent là, c'est parce qu'on peut les tirer, mais ça, c'est un des plus bels exemples. Là. Exact. Je sais pas comment le temps. J'étais en nu avec un autre. What the fuck? Vous pouvez même pas savoir comment je suis content. Je viens de le voir tomber, il est juste là. Mon plus gros buck à vie. J'ai pas pu le mettre sur la caméra, mais savez-vous quoi? Je m'en crisse. Parce que ce buck-là, ça fait 4 ans que je cours après. 4 ans. Faut suivre son instinct. Puis bizarrement, on a fait une petite conférence, moi puis Dave, pour Normand, pour Bonne Chasse cet automne, début d'automne. Puis on disait qu'on avait comme 100%, la plupart de nos kills étaient faits dans des stands, jamais chassés auparavant. Ça en est la preuve. Je viens juste de l'installer. J'ai chassé dedans une demi-heure, puis je viens de tuer mon plus gros buck à vie. Donc, il faut suivre son instinct, pas avoir peur de bouger. Je m'en vais chercher ça. C'est épique comme moment, je vous le garantis. Je viens d'arriver où est-ce que j'ai tiré drop-in. La flèche a cassé ici. Luminaire qui est allumé. On va mettre à côté. Ça faisait, pour vrai, là, tu dis, tu viens de l'installer, là. Tu as chassé combien de temps? Ça faisait 30 minutes, j'étais prêt à chasser. Fait que, tu sais, assurément, quand tu installes, tout le monde nous demande, ça fait pas du bruit quand tu installes ton stand, si tu fais attention. Tu sais, il était pas loin, ce buck-là, là. On s'entend qu'il y a des oreilles de chevreuil, en dedans de 30 minutes, à vitesse que ça marche, il t'entend, mettre ton stand, là. Mais si tu prends ton temps, si tu fais attention, si tu es minutieux,
ça se fait. Clairement. Mettre à côté de la flèche qui a tiré mon buck en Illinois. 2 bucks en 2 semaines, ça va bien. On va suivre la traite de sang, là, mais c'est assez intense son affaire. Là. Ah ben oui, il est juste là. Hey! Drop pin, je vais enfin pouvoir mettre les mains dessus. Eh my God! Avez-vous vu le buck? Avez-vous vu le buck? Peut-être, oui. As-tu vu ça? Hein? Vous voyez ça live? Drop pin. Il doit être rendu à... Regardez la grosseur. Je ne sais pas comment il pèse là. Il doit être rendu à 7,5 ans à peu près, ce buck-là. On s'est un petit peu remis de nos émotions. Je peux vous dire que ce chevreuil-là, c'est une quête d'à peu près 4 ans. Ce buck-là doit être âgé minimum de 7 ans et demi actuellement. Je pense que l'année passée, il était peut-être un petit peu plus gros. Mais écoutez, c'est dur à dire. C'est cette année que je mets main dessus. Chose certaine, c'est que je suis vraiment, vraiment content. J'ai fait ça avec mon père. Il a utilisé toutes sortes de stratégies pour en venir à bout. On l'a attiré dans notre coin, on a fait des champs. Cette année, il était vraiment présent. Ça, je peux le dire. C'est sûr qu'il n'était pas présent dans les champs constamment, mais ça, c'est ce que les caméras nous disent. Donc, les caméras, ça a un mince éventail de la réalité. Bref, suite à ça, par exemple, j'ai utilisé l'information que j'avais sur mes caméras pour venir faire un déplacement de stand. Souvent, je fais ça quand je me doute qu'un buck se tient dans un secteur en particulier. Puis comme des fait, les signes ne mentaient pas. Je voyais des frottages partout, des scrapes au sol. Je me suis installé ici. Puis, est-ce qu'on peut appeler ça de la loc ou tout simplement un calcul qui a été savamment fait? En tout cas, l'avenir nous le dira. Chose certaine, c'est que je lente mes mains. Un buck mature à l'arc dans le temps de la peau noire. Je ne peux pas demander mieux. Je n'ai pas été capable de le mettre sur caméra. Mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas faire les deux bien. C'est quand on est caméraman et chasseur, c'est soit un ou soit l'autre. Puis ce buck-là, je n'étais pas prête à mettre le caméraman de l'avant. Le chasseur en moi a pris le dessus. Puis à la minute que j'étais capable de faire une shot au cœur d'en arrière, de l'avant vers l'arrière. Je ne l'ai pas sur vidéo, mais j'ai par exemple le moment où il vient chasser l'autre buck qui passe proche en dessous de mon stand. J'ai tout ça. Yes, on va répondre à quelques questions avant de... Je m'étais fait poser la question pour la shot, là, ça va répondre. Ouais. En novembre, 30 minutes. Ça m'a pris 30 minutes. Guillaume Desjardins. Quel poids de mémoire? C'était 2,12? C'était 2,20, me semble. 2,20, puis c'est de valeur parce que ce buck-là, ben c'est de valeur. C'est pas quelque chose qu'on regarde vraiment, là, mais c'est un buck qui était court. Il n'était pas fait. Ah ouais, il n'était pas long. C'était pas long, c'était pas comme Big 8 à Hugo qui était. Ça n'avait aucun bon sens comment ce chevreuil-là était long. À la limite, même G1 Kirby cette année, c'était un long chevreuil. Lui, on le voit à Noé s'en venir, là, c'est un trapu. Là, c'est tout le chest en avant, tout est pogné. Il était court, mais c'est un buck de 220 livres au mois de novembre. Parce que quand tu regardes, je me regarde moi, puis d'après moi, couché à terre, je suis pas plus long là, que le buck, tandis que ton buck, j'ai un curvé, puis le Big 8 à Hugo, il est pendu, là, il était long, ça avait pas de sens comment il était long. On n'est pas tout fait pareil, hein. Moi puis Dave, on n'est pas pareil, puis bon. Après ça, quel poids ça répond? Thomas, oui, le champ d'avoine, ça fonctionnait bien, mais comme j'ai mentionné, moi, mes chevreuils, j'ai trop de densité, donc j'ai de la misère à faire pousser même l'avoine. C'est rendu ça. Mais oui, ça fonctionne bien en novembre, l'avoine. Qu'est-ce que ça veut dire drop pin? C'est que drop pin, en termes anglophones, c'est que c'est une pin qui a droppé, si je peux me permettre l'expression. Donc, c'était c'était sa G2 qui avait été mal formée suite à un impact probablement, puis la corne avait poussé vers le bas. Donc, ça date de longtemps, là, cette expression-là de drop pin. Je pense que j'avais appris ça quand j'avais peut-être... C'était-tu 12 ans dans les bons vieux films Prime Time, Dave? Je sais pas si tu te souviens. Là, oui, puis je le sais, il y en a qui vont dire c'est Drop Time qu'il faut dire. On le sait que c'est Drop Time, mais son nom, il a été surnommé Drop Pin. C'est tout simplement, c'est un nom.
Exact. Mais non, Sabrina, ça se retrouve, c'est pas caractéristique à tous les gros chevreuils. Là. C'est vraiment lui. En plus que lui, ça a été seulement une année. Là. C'était plus un accident possiblement qui est arrivé, une malformation lors de la pousse de son panache. Là. Mais non, sont particulièrement rares ceux qui ont ça. Puis, qu'est-ce qu'il était dans les débuts? Ouais, en 2015, il était drop-in. Il était drop-in en 2015, dans le fond. Puis, par la suite, il l'a jamais été puisque c'était vraiment le résultat d'une blessure. Quand un buck a ça génétiquement, année après année, on revoit la drop. Mais tu sais, il faut que ce buck-là, pour voir vraiment la drop-in, il faut lui donner la chance de se rendre probablement à 4 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans et demi, parce que à 3 ans et demi, c'est peut-être... il faut que le buck ait la chance de se rendre là. Donc, je m'étais fait poser la question à savoir l'endroit de la shot. Donc ça, j'ai remis la flèche en chevreuil pour vous montrer dans le fond. Je pense qu'on va faire un whiteboard, là, juste pour vous montrer. L'os de la patte est ici. L'omoplate est genre là. Dans ce coin-là. Donc, quand on veut le tirer de face, là, le rond, il est pas gros, là. C'est comme j'expliquais, il faut passer avant l'os, là. Puis avant le brisket qui est là. Donc, c'est dans cette partie-là, mais faut pas trop tasser sur la patte de droite qui est ici, sinon vous allez faire une shot qui va passer au travers sans rien pogner. Hein. Donc, il faut vraiment y aller en longeant l'os de la patte. Là. Donc, c'est ça, mais tu sais, oui, c'est peut-être pas la meilleure des shots, là, éthiquement parlant, mais je peux vous dire qu'il n'a pas fait long. Non, ça se pratique. Je vais-tu le conseiller? Jamais m'a conseillé ça à personne. Je pense que ça prend des caractéristiques particulières, ça prend un bon point de chasse, ça prend une bonne pression pour être capable de passer. Ça prend quelqu'un qui qui pète ses flèches, là, personnellement, là, pour pouvoir peut-être espérer faire ça. Puis, il y a une affaire d'avoir le killer instinct. Là, on en parle, l'instinct du tueur, à un moment donné, là, c'est pas tout le monde nécessairement qui a ça, mais quand il faut que ça se fasse, faut que ça se fasse. C'est bien une valeur, là, mais faut que ça se fasse. Puis pendant ce temps-là, ben toi, tu l'accroches au mur. Fait que ouais, c'est un bon tir. Il faut être bon tireur, effectivement. Tu sais, Sabrina Barnes, c'était une pêcheuse à la mouche. Tu sais, je suis sûr certain, quand on te demande de mettre ta mouche à un endroit, tu es capable de la mettre à un endroit. C'est caractéristique d'une bonne pêcheuse à la mouche. Tu sais, je compare la chasse à l'arc à la chasse à la pêche à la mouche. Tu sais, c'est comme deux choses que c'est le prolongement de ton bras, finalement. Puis c'est de la pratique que tu as faite pour en arriver à ça. Ben nous, de notre côté, c'est ça aussi qu'on fait dans toute l'année. Là. Tu sais, pendant que toi, tu te pratiques à la mouche, nous, on se pratique à piner dans des cibles. Là. Fait que... On garnope des flèches, comme dirait Guillaume. Ouais. Marcus, tu vois, c'est relatif, là. Moi, c'est 200 heures. Puis Raph, lui, c'est 400. Ouais. Grosso modo, c'est ça. C'est entre 2 puis 4, là, 2 puis 5, mettons, là, avec une couple de monde autour qui font attention aussi. Là. Fait qu'on parle de peu près entre 2 puis 500. Puis, c'est pas vrai qu'on les protège toutes. Il y a plein de facteurs, mais je vous le dis, il y en a plus qui passent au travers qu'on pense. Faut arrêter de se dire, si je les tire pas, le voisin va le tirer. C'est clair que si vous agissez comme ça, ben l'objectif que vous avez ne sera jamais atteint. Donnez-lui au moins la chance de passer au travers de vous, puis ensuite de ça, ben, on verra pour la suite s'il passe au travers de la chasse des voisins. C'est sûr, certain que de laisser passer un buck d'un an et demi, il n'y aura pas de problème. Il va avoir gros des chances de passer au travers, malgré ça dépend du secteur où ce que vous êtes, mais c'est sûr quand un buck commence à être intéressant à 3 ans et demi, puis vous le laissez aller, là, c'est plus la même game parce qu'il peut devenir intéressant pour le voisin. Là. C'est pas évident, tu sais, à Saint, on parlait avec Luc ce matin, puis un box à 1000 acres peut-être, il y a des box qui sont peut-être qui couvrent moins grand, mais tu sais, ça peut aller jusqu'à 1000 acres de territoire durant la route. Donc, c'est impossible, à moins d'avoir 1000 acres de terrain à toi, tu sais, que tu gères pour vraiment les protéger, sinon... Chaque terrain est différent, je dis, tu sais, nous, c'est dans un sens juste 200 acres, 220 acres, là. Mais c'est le bedding du coin. Fait que, tu sais, t'as des chevreuils qui sont locaux, c'est bien plus facile. Là, mes bocs, là, je les pose pour vrai 4-5 fois semaine. Là. Ou septembre, octobre, je les pose 4-5 fois semaine. De jour à même. Ils sont chez nous,
si je sais qu'ils sont chez nous et qu'ils passent 90% de leur temps chez nous, il n'en reste pas bien de temps pour les autres pour les tirer. Là. Puis là, on s'entend, là, c'est avant novembre. Là. Novembre, c'est un peu c'est un flip. Là. Vous l'avez vu, là, à matin, je présentais le buck Massu que j'ai laissé passer. Et c'est un buck qu'on pensait qu'il avait 3 ans et demi. C'était un 13 points, c'était un 11 points, 6 par 5. Il a passé une année, là, puis Hugo l'a vu aussi, on l'a laissé passer. On a pris le guess de OK, l'année prochaine, puis on était sur le bord de le laisser passer. Moi, mon dévolu était fait sur G1. J'ai OK, j'ai Hugo, moi, Massu, j'y touche pas, je te le laisse. Là. Puis Hugo, il hésitait, là. Il voulait encore lui donner. C'est un cheval qui avait un potentiel. Puis finalement, on l'a perdu. Il y a un voisin chanceux à côté qui l'a récolté au mois de novembre. Mais faut pas être en mer de ça non plus. C'est un guess à prendre. Pendant qu'il tire ce buck-là que vous auriez été prêt à tirer, c'est un jeune buck qui reste en vie peut-être qui, au lieu de tirer un petit, il tire un gros. Ouais, c'est mieux ça que de tirer un... C'est ça, effectivement. Faut le voir comme ça, là, mais c'est pas évident. Donc, on avait un bon commentaire. Ici, c'était... Mon G1, moi, c'est un buck parce que le panache, mettons, d'un chevreuil, si on parle en termes de Boone & Crockett, là, les premières pointes en avant, les frontales, si on veut, c'est les G1, G2, G3, G4 et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on s'en aille par en avant. Moi, j'avais un buck particulier qui, c'est G1, les premières pointes frontales, ils curvaient vers l'extérieur. Donc, on l'avait surnommé G1 Curvy. Donc, c'est pour ça. On les nomme comme ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est des bucks. Moi, cette année, c'est moi qui ai réussi de finir une histoire de 3 ans. T'sais, dans les dernières années, c'est ce qui est cool. Hugo a tiré son Big 8, ça faisait il a tiré 2018, ça faisait depuis 2015 qu'on courait après. Toi, tu as tiré Drop-In en 2018, faisait depuis 2015 tu courais après. J'ai tiré G1 Curvy cette année en 2020, courais après depuis 2018, 2019, 2020. Fait que c'est puis même je l'ai en photo depuis à partir de 2017 aussi. Là. Fait que c'est des histoires. Tu l'as dit, quand il y en a une qui se finit, c'est parce qu'il y en a une qui est déjà commencée. Philippe Salvaille qui nous dit « Lorsque j'ai une baisse de confiance dans mon stand, je pense à cet épisode et ça me donne de l'énergie de continuer à traquer mon target. Good job. » Donc, la chasse, c'est une question de confiance, on l'a souvent dit. Puis, don't stop, believe it. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis, rappelez-vous ça toute votre vie. Même nous, c'est un combat à faire perpétuel. Mais c'est ce qui va vous rendre le plus grand service, c'est de toujours la persévérance, là, ça finit toujours par payer, on le dit souvent, puis c'est ça. Puis si ça peut vous donner l'espoir de continuer puis de faire rêver, tu sais, les gros, on rêve tout à ça, malgré le fait que c'est pas tout le monde qui l'avoue. Tout le monde aime ça tirer des gros bucks. C'est faisable, puis vous avez tous chacun une histoire, j'imagine. Drop-In, moi je pense que s'il est sorti gagnant, c'est à cause de ça, c'est que vous avez toute une histoire avec un gros buck que vous aimeriez closer, puis on aime tout ça quand ça se finit bien. Puis je vous le souhaite à tous, là. Mais ça prend des histoires comme ça pour nous motiver à poursuivre, pas perdre espoir, même si c'est dur parfois, ça se fait. C'est surtout que ça prouve que ça se fait au Québec. Mm-hmm. Ça se fait au Québec, on n'est pas différent que personne, là. On chasse, vous seriez surpris, ces réseaux sociaux, quand on embarque, puis on se rend compte, OK, lui, il pose mon buck, lui, il pose mon buck. Le monde est petit, là, on chasse au travers de tout le monde. Fait que ça se fait au Québec, ça c'est clair. Fred, où est-ce que j'avais la première shot sur G1 Curvy? 1 pouce trop à gauche. À peu près. J'ai pogné l'omoplate. Puis en tout cas, pour raison X, j'avais pas mes pointes habituelles, j'avais une rétractable, ma flèche allait dévier. Puis j'ai kické par en avant, j'ai jamais passé l'omoplate, puis j'ai kické, puis j'ai pas eu de pénétration, fait que ça en est vécu comme ça. Donc c'est le top de l'omoplate. Pour vrai, moi je pense que 1 pouce à droite, peut-être 2 le max, là, c'était fini. Il y a quelqu'un, là j'ai essayé de l'écrire, je l'ai manqué, mais il y a quelqu'un qui demandait quand tu as dit 6 par 5, Dave, ça voulait dire 6 pointes sur un bord et 5 pointes de l'autre. Donc, 6 par 5 parce que, rendu à 11 ou 13, c'est dur de dire c'est combien. Peut-être pour vous donner une idée, dans le fond, de quoi qu'il y avait de l'air.
Plus de bucks le soir ou le matin. Moi, c'est le soir. Pour vrai, c'est surtout que, tu sais, par rapport à ce qu'on disait dans les derniers temps, les dernières années, on punch nos tags beaucoup en octobre, tu sais, septembre-octobre. Là. Ça, c'est le soir. C'est clairement le soir qu'on connecte le plus. 150, Raph, ton buck, drop-in, 149 et 3,8, ouais. T'as un peu, on a-tu manqué, là, il y a eu pas mal d'affaires qui est rentrées récemment, là. Pointe de chasse Rage, vous en pensez quoi? Sont-elles résistantes? Non, elles ne sont pas résistantes, elles pètent à chaque fois qu'on tire avec. Donc, c'est à remplacer les lames. Oui, tu sais, ça tue du chevreuil, la Rage. Là, mais on chasse avec la fixe. Mais drop-in, je l'ai tiré avec une Rage. Oui, c'est ça. Il faut le dire. Là, on a toujours dit les vraies affaires. Ça a été tiré avec une Rage. Ça tue du chevreuil. Là. Mais on préconise la pointe fixe. Sortir dans mon bois. Ouais. OK, il y a quelqu'un qui semble avoir eu pas mal de la misère avec ses bucks, un peu comme nous autres cette année. C'est Marcus qui dit ça. Là. Ouais, effectivement, ça a été une grosse année. Dans la 7, en tout cas, là, ça a tombé en maudit. Martin, donc, quand nous avons des petites terres, il faut avoir des plus grosses carottes. J'imagine, tu fais référence à vendredi, c'est ça. C'est des grosses carottes ou des grosses pommes, on l'a toujours dit. Un gros buck, ça prend une grosse pomme. Comment spreader du maïs? Ben, ça, c'est simple. Ça vous prend un spreader qui va sur un baril avec un moteur à l'intérieur qui tourne puis qui envoie. C'est comme une épandeuse à sel. C'est le même principe, sauf que c'est fait pour le VTT. Vous achetez ça, vous pluguez ça sur le 12 volts de votre VTT, vous mettez vos poches de bédaine sur votre 4 roues, vous les transidez dedans, vous mettez jamais le pied à terre, vous relevez vos caméras sans même mettre un pied à terre, puis c'est rendu, moi, un point tel que, surtout en novembre, quand je spread, il y a 2 ans, il y avait eu de la neige, je spreadais, puis les chevreuils rentraient avant même que je sois parti. Pour eux, j'étais pas un danger. Ça vous dit à quel point, là, ils appellent ça la cloche de Pavlov, là. Pavlov avait fait un test avec le chien, quand il se mettait à clocher, à faire la clochette, le chien bavait. Ben, c'est le même principe pour le chevreuil. Il entend le 4 roues, puis automatiquement, c'est des veaux, là, je vous le cacherai pas, mais qui s'en viennent en courant vers le champ pour se nourrir alors que j'étais encore là. Puis c'était flagrant, j'étais à 30 mètres d'eux. Donc, c'est le truc pour spreader du maïs. Bon. Donc, on va pouvoir continuer à répondre aux questions. Moi, si tu ne vois pas d'inconvénient, Raph, je vais probablement arrêter. Yes, arrête ça, c'est assez... On va arrêter l'enregistrement. Le salon, on a fait le tour de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'ai aimé ça. Moi, personnellement, faire ça.